Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 19 janvier 2023. Il est presque 21 heures. On est un tout petit peu en retard et merci de votre attente. Bienvenue pour ce conseil scientifique indépendant numéro 87. Vous savez que le conseil scientifique indépendant a vocation à réunir des universitaires, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, des citoyens qui veulent venir sur l'agora publique discuter de science sans conflit d'intérêts pour essayer d'éclairer de manière claire, loyale et appropriée la décision individuelle et collective eu égard aux problématiques liées à la science et à la médecine. Ce conseil scientifique indépendant se réunit pour la 87e fois, on se rapproche doucement de la 100e et petit à petit se part de nouveaux atours et donc vous pouvez nous retrouver sous la forme de podcast que vous pourrez retrouver sur le canal Telegram, sur le canal Twitter aussi, directement sur notre site internet et désormais on a un site internet alors profitez-en. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, à la fois les vidéos, les articles du groupe Comprendre. Ce groupe publie des articles d'éducation populaire et de vulgarisation scientifique avec un processus qui ressemble à celui du peer reviewing des revues scientifiques, c'est-à-dire que n'importe quel article est toujours soumis à 2 relecteurs et ensuite il y a un aller-retour entre, le rédacteur et les relecteurs jusqu'à ce qu'on juge que le contenu soit correct ou qu'on refuse l'article, et jusqu'à sa publication. Pour le moment, aucun des articles de Comprendre n'a pu être fact-checké par un quelconque fact-checker de n'importe quelle officine, de propagande, diverses et variées. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Le site internet est un peu la nouvelle chose. On remercie beaucoup les équipes techniques qu'il y a derrière et que vous ne voyez jamais, mais qui sont nombreux, pour, l'immense majorité bénévoles et donc il y a à la fois Xavier, Joël, Claire, tous les autres qui sont sur les réseaux sociaux pour nous aider et un grand coup de chapeau à eux. C'est grâce à eux que le CSI existe avant tout. Alors ce soir, on a l'immense, honneur et plaisir de recevoir, Michel, Couky. Bonsoir Michel, Bonsoir Louis, vous allez et bien? bonsoir, tout va bien. Ouais, merci beaucoup de revenir nous voir encore. Vous nous aviez présenté la dernière fois des données très intéressantes sur, les études scientifiques et les biais méthodologiques, qui étaient parfois des biais volontaires, en biostatistique. C'est une sorte de non-dit, des biostatistiques et tout ce qu'il y a derrière le commandit et ensuite la mise en œuvre et la déclaration des résultats d'une étude scientifique qui était, très très intéressant. Ce soir, vous venez nous présenter un thème, qui s'appelle «Influence et pandémie», et qui, reprend peut-être une partie d'un ouvrage que vous avez publié aux éditions Marco-Pieter. Peut-être on a une petite image qui peut venir pour l'illustrer pour nos alors le but c'est pas d'en faire la promotion, c'est vraiment que vous veniez, nous parler de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est comment finalement il peut y avoir une certaine influence, qui s'exerce dans la décision publique ou dans la décision, individuelle même ou l'organisation, administrative et technique de notre système de santé. Est-ce que vous voulez bien vous présenter encore, pour nos auditeurs qui vous auraient pas vus jusqu'ici? Oui, donc je suis donc docteur en médecine, docteur en sociologie et cadre de la fonction publique. Donc l'exposé d'aujourd'hui va un petit peu de la continuité de celui qui avait déjà été présenté au mois de mars de l'an dernier. Et on va zoomer en fait en prenant en compte les développements récents sur le chapitre concernant le complexe industriel. Hein, et donc, c'est page 41 à 64. Hein, et donc on va s'intéresser à la façon dont les institutions qui sont en charge de la santé des populations ont été colonisées déjà depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Hein, aux États-Unis d'abord, principalement par un complexe militaro-industriel biosécuritaire et en essayant de montrer en quoi finalement cette colonisation, bon, non seulement évidemment détourne les institutions de leur objet, mais surtout font peser un risque intentionnel donc sur la collectivité dont les effets ne sont pas aujourd'hui ne sont pas prévisibles et donc sont préoccupants. Merci beaucoup, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts avec, ce complexe, cette, industrie à la fois, pharmaceutique ou, numérique qui aujourd'hui est aux manettes?
Donc, ce que je vais dire, ça ne surprendra personne, mais donc effectivement, je vais le dire, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les partis qui sont cités dans cet ouvrage, et je précise donc que ces positions n'engagent en aucun cas les institutions qui m'emploient. Ouais, voilà, on le reprécise, on le ressouligne. Moi-même ayant parlé, tout en étant dans la fonction publique, je l'ai dit aussi systématiquement et le public doit comprendre que finalement, parler publiquement aujourd'hui est quelque chose de difficile, qui est presque, du domaine du statut du lanceur d'alerte. En tout cas, c'est ce qui a été mis en avant par Aminum Lille de manière extrêmement intéressante sur ce rôle, ce devoir que nous avons de souligner des choses qui sont, et y compris, contre, le discours dominant, mais qui mettent en danger nos institutions, notre démocratie, notre santé publique. Donc, bah, merci beaucoup de venir parler ce soir à titre tout à fait individuel, exerçant votre liberté d'expression qui devrait être la norme de n'importe quelle démocratie dans laquelle on a envie de vivre. Oui, J'ai la je chance ce soir. Ouais. préciser aussi, je vais être bref, que la liberté de parole est aussi pas un privilège, mais enfin un droit du fonctionnaire. Hein. On met souvent en avant le devoir de réserve, ce genre, disons, d'épouvantail, hein, mais dans la mesure où le fonctionnaire donc, ne fait pas allusion à des informations qu'il aurait à l'intérieur de son entreprise, enfin de son administration, et que par ailleurs, il utilise un langage modéré et compréhensible par tous, à la mesure où il s'exprime en bon français, sans insultes, sans mise en cause de personnes de façon inappropriée, le fonctionnaire a la liberté d'expression et vu son statut, c'est pour lui un devoir. Donc j'en profite toujours une nouvelle fois pour appeler les fonctionnaires à respecter pleinement leur mission, qui est celle en fait de servir l'intérêt général avec la loyauté qui va d'abord à la population avant d'aller à nos éventuels donneurs d'ordre. Merci beaucoup pour ce rappel qui peut-être va éveiller certains à une parole publique nécessaire. Alors, on a la chance d'avoir avec nous ce soir Hélène Banoun. Bonsoir Hélène, tu vas bien? Bonsoir. Alors, très heureuse d'avoir Michel, avec qui on a beaucoup discuté. Voilà. Je vous recommande vraiment son livre. C'est plein d'infos. C'est vraiment, vous avez plein de références. Il y a vraiment, c'est très complet. On va se régaler. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous présenter ce soir, Hélène, ou pas Alors, pour particulièrement? une minute d'actu, oui, je voulais juste parler de ce qui se passe au Japon, parce que j'ai vu que ça avait fait réagir, j'ai mis ça sur Twitter. En fait, j'ai su un peu par hasard qu'au Japon, les Japonais avaient droit à des réductions sur les transports. Alors, ce n'est pas les transports à l'intérieur des villes, mais c'est interurbain. Et les transports au Japon sont très chers, les trains sont très chers, et ils avaient droit à des réductions importantes s'ils prenaient le booster, la troisième dose. Et c'est ce qui explique que récemment, on a vu augmenter très rapidement la proportion de Japonais qui avaient une troisième dose. Si on regarde sur Rolling Data, sur Johns Hopkins, l'université de Bill Gates, donc c'est des données officielles, on voit que il y a quelques mois, les Japonais étaient beaucoup moins boostés que les Européens, mais que tout d'un coup, ça a décollé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un parallélisme de pic de mortalité Covid avec les boosters. Et donc, il y a eu des articles dans la presse qui ont dit qui ont prétendu qui ont reconnu qu'il y avait bien une mortalité, un excès de mortalité au Japon, mais ils ont attribué ça au fait que les Japonais étaient peu boostés, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Ils sont dans la population, par rapport à l'Europe, ils sont très boostés, ils ont beaucoup eu de rappels, et donc c'est ça qui explique malheureusement le pic de mortalité. Voilà, donc j'ai insisté là-dessus et j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me dire que c'était pas vrai, alors que il y a des documents officiels qui montrent que les gens se sont fait faire des rappels pour avoir des réductions dans les transports. Voilà. Je voulais dire ça. Et puis aussi, voilà, c'est peut-être un peu plus technique. En ce moment, il y a des grosses discussions entre les scientifiques sur les documents qui ont été déclassifiés par FOIA, sur les essais Pfizer, sur les essais précliniques, c'est-à-dire sur la caractérisation du produit du vaccin, en particulier l'intégrité de l'ARN et la qualité de la spike qui est produite par ce vaccin. Et donc, il y a eu des choses qui sont sorties. On a vu qu'il y avait des fraudes. Et du coup, ils ont sorti, les employés de Pfizer, Pfizer, ils ont sorti une publication là, qui a dû être viewée en 5 minutes et 3 secondes, où ils nous expliquent que tout va bien, que l'ARN est parfait,
et il donne la spike parfaite, alors que c'est visiblement faux. Voilà. Et donc, ça commence à être démonté par des scientifiques qui sont bien au courant. En particulier, je ne sais pas pour ceux qui connaissent les Western blots, il y a des Western blots qui sont tellement parfaits que c'est impossible. Voilà. Voilà. Donc, c'est en grosse discussion, ça, actuellement. C'est un peu technique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci Hélène. Ouais. Alors on reçoit aussi le docteur Olivier Soulier, qui est médecin homéopathe, spécialiste de la médecine du sens et de la médecine symbolique, et qui est un de nos orateurs favoris dans le Conseil scientifique indépendant. Bonsoir Olivier, tu vas bien? Oui, bonsoir Louis, bonsoir Michel, bonsoir Hélène. Michel, je suis très heureux de te retrouver. On t'a déjà entendu une fois et on avait énormément apprécié. Puis j'ai eu l'occasion de me pencher sur ton livre qui est tout à fait remarquable et tu vas parler de choses qui sont dans mes dadas, c'est-à-dire toute la mise en place de l'influence depuis Roosevelt, depuis etc. Toutes ces choses-là passées, comment tout ce système-là s'est mis en place. Je pense qu'on est dans un moment assez clé en ce moment, avec des tentatives encore de continuer à imposer. Comme tout médecin, j'ai reçu un papier de la DGS disant que on avait le droit maintenant d'utiliser les vaccins pour les 6 mois, 4 ans. Voilà, ça laisse extrêmement songeur. Et dans le même temps, on voit Jacinta Ardern, qui était une des grandes tenantes de cette crise et qui était surtout celle qui avait osé dire devant les Nations Unies qu'il fallait supprimer la liberté d'expression parce que c'était une mauvaise chose. Alors même dans son camp, ça a quand même choqué et là, elle a annoncé sa démission et effectivement, on voit des choses dans les deux sens et j'ai envie de dire à tous ceux qui pourraient penser que toute notre action pédale un petit peu dans le vide et que ce n'est pas entendu, ben je dirais que tous ces éléments-là montrent que notre action a quand même été efficace, que les vaccins, les injections géniques systématiques pour les enfants n'ont pas été appliquées et qu'il y a des piliers de ce système qui sont en train de tomber. Donc, on va continuer calmement, tranquillement, tous les jeudis, à vous donner des informations et à communiquer avec vous. Voilà. Voilà, merci beaucoup Olivier. Donc encore une fois, pour mémoire, vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble des présentations, l'ensemble des vidéos, l'ensemble des podcasts que je vous invite à partager. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez nous écrire. Il y a des gens qui s'occupent du secrétariat qui nous aident beaucoup à répartir les mails. Et puis, je vous invite vraiment à écouter la conférence qui a été donnée la semaine dernière par Jean-Dominique Michel sur la question du conspirationnisme et la fabrique de la propagande voilà, autour de cette information-là, qui à mon avis peut ouvrir certaines oreilles ou aider certains avec qui vous aviez du mal à discuter, à ce que vous puissiez rediscuter ensemble. Et c'est toute l'intention du CSI, de pouvoir rediscuter ensemble et refaire société ensemble. Voilà, même si on n'est pas d'accord, au fond le dissensus est fécond et il ne faut pas faire taire le dissensus. Alors justement, on va écouter Michel nous parler d'influence et pandémie. À tout de suite. Eh bien, merci Louis, merci Olivier, merci Hélène pour cette introduction. Et alors, je m'excuse déjà pour vous dire que l'exposé risque d'être un peu long. Je vais tâcher d'être aussi concis que possible, mais il y a un ensemble de choses, on va dire, qui font sens et je me voyais pas faire un exposé plus court. Donc voilà, il faudra peut-être être patient et je m'en excuse encore. Donc voilà, influence et pandémie. Donc on va commencer par situer le problème depuis l'ensemble des formes possibles d'influence. Comment en arrivons-nous en fait à la constatation d'une manufacture du risque? Alors l'influence de l'argent, bien sûr. Hein, donc parler d'influence à l'ère industrielle nous ramène à Thomas Jefferson, qui, au début du 19e siècle, déplore déjà l'influence de l'argent et des banques privées, plus dangereuses pour nos libertés que les armées entières prêtes au combat, et par lesquelles une petite oligarchie s'attribue l'essentiel des revenus. Au 19e siècle, Franklin Roosevelt dénonçait les manigances de l'argent organisé, le monopole industriel et financier, la spéculation, la banque véreuse, l'antagonisme de classe, l'esprit de clan, le profiteur de guerre. Ces influences sont toujours là et leur caractère systémique nous entraîne aujourd'hui vers de graves dangers. Mais cette question a déjà été évoquée lors du CSI numéro 46 du 10 mars, dont la présentation actuelle constitue un prolongement. Alors, il faut parler aussi de l'industrie du médicament.
Une question que j'avais également traitée au CSI du 10 mars, et là, l'exposé d'aujourd'hui va regarder plus haut. Les autres sources d'influence, eh bien, il y a également l'organisation de la décision publique, les conflits d'intérêts structurels, génération de corruption systémique, une question que nous avons traitée au CSI numéro 73 du 29 septembre 2022. Nous n'évoquerons pas non plus l'influence invisible de certains grands corps de l'État, X-Mine, l'ENA, Xpon, et plus généralement l'organisation de la fonction publique. Je ne m'attarde pas non plus sur les multinationales du conseil stratégique, dont l'influence est pourtant le cœur de métier. Leur mise en cause est engagée, notamment en France et au Canada. Enfin, nous passerons sur les sociétés savantes et les associations corrompues par les financements ou subventions publiques décidées sur des critères opaques. Ce sont des rouages désormais bien identifiés de phénomènes d'influence qui viennent de plus loin. Nous partirons d'un phénomène que tout le monde peut constater aujourd'hui, on en a encore parlé tout à l'heure, c'est la censure mondiale qui pèse sur les médias et les contenus en ligne. Donc, que ce soit par financement direct, par l'industrie du médicament, par l'industrie numérique, par des gouvernements ou par des fondations, comme la fondation Bill et Melinda Gates, par des programmes touchant plusieurs médias tels que la Trusted News Initiative, un partenariat industriel avec des entreprises de la haute technologie annoncé par plusieurs des plus grandes organisations de presse du monde et que combat actuellement l'avocat Robert Kennedy Jr. et Children's Health Defense aux États-Unis, ou encore le Poynter Institute organisant la mise à l'index de sources dissidentes à l'échelle mondiale, notamment financée une nouvelle fois par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, partons des affirmations de Corinne Lalo, journaliste d'investigation et grand reporter depuis plusieurs décennies pour le service public et pour le journal Le Monde. La fondation Bill et Melinda Gates finance également l'AFP, qui est une agence publique. Il faut le savoir, ils ont reçu des millions, l'AFP. Ils financent également Le Monde. Quand on a découvert que Le Monde était sur les vaccins, c'est pas possible, puisque Bill Gates, c'est le grand Manitou du monde vaccinal depuis des dizaines d'années. Au point qu'il fait la pluie et le beau temps, et que le patron de l'OMS, Ghebreyesus, était l'ancien bras droit que Bill Gates avait mis sur son fonds mondial contre le sida. Donc, et en même temps, Ghebreyesus est aussi très gentil, est un ami des Chinois. Et Bill Gates aussi est un ami des Chinois. Parce qu'on s'aperçoit maintenant qu'il y a une collusion entre ces multinationales gérées par Bill Gates et compagnie et certains Chinois. C'est comme ça que Bill Gates a financé les recherches dans des laboratoires chinois. Et qu'ensuite, les vaccins, certains vaccins, ont été conçus dans des laboratoires chinois, avec des fonds américains, y compris des fonds du Pentagone. Donc, vous voyez, ça va loin. Donc, quand on en arrive à se dire comment ça se fait que l'armée américaine se retrouve à financer des manipulations génétiques dans des laboratoires chinois, alors que ça peut donner naissance à du bioterrorisme et de la lutte biologique dans un cadre militaire. Voilà. Donc, voilà une série d'affirmations qui apparaît a priori comme du pain béni pour les gardiens de la doxa, les censeurs du fast-checking, et qui vont se régaler en disant, voilà, est-ce que c'est une bouffée délirante de la journaliste, ou bien ces affirmations pourraient-elles avoir quelques fondements. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, donc, nous allons parler essentiellement du complexe militaro-industriel, pardon, et dont en fait les premières conceptions ont été établies par le sociologue Charles Wright Mills en 1956. Vous voyez, c'est pas récent. Hein. L'élite au pouvoir ou du pouvoir, selon les traductions possibles. Et le président Eisenhower nous avait également mis en garde en 1961 à l'issue de son unique mandat. Et donc là, je vais
le citer, hein, nous ne devons jamais laisser le poids du complexe militaro-industriel mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous devons également être attentifs aux dangers égaux et opposés que la politique publique puisse elle-même devenir la captive d'une élite scientifique et technologique. Le rôle de l'homme d'État est de façonner, d'équilibrer et d'intégrer ces forces et d'autres, nouvelles et anciennes, dans les principes de notre système démocratique, visant toujours les objectifs suprêmes de notre société libre. Écoutons ce qu'en dit Robert Kennedy Jr. Ce discours a été prononcé le jour de mon anniversaire. Je m'en souvenais car c'était juste avant la cérémonie d'investiture de mon oncle. Je dirais que c'est le discours le plus important de l'histoire américaine puisqu'il de notre démocratie au profit d'un complexe militaro-industriel. Il a spécifiquement cité la montée de la bureaucratie de la santé comme une menace pour la démocratie et les valeurs américaines. Voilà. Et donc, en 2022, c'est Robert Kennedy lui-même qui nous met en garde. Les gouvernements d'aujourd'hui et les forces totalitaires disposent désormais d'un arsenal de nouvelles technologies qui leur donnent la capacité de contrôler le comportement humain, ce dont les régimes totalitaires ne disposaient pas auparavant. Dans le passé, l'intention de chaque régime totalitaire dans l'histoire a été le contrôle absolu du comportement humain, de la descendance, de la pensée humaine, des mouvements humains. Voilà, cette menace qui pèse sur nos démocraties me conduit à m'expliquer sur deux définitions. La première, le risque manufacturé, qui donne corps au sous-titre de cet exposé. La notion de manufacture des pandémies distingue ce récit de celui de Marie-Monique Robin dans un ouvrage au titre presque éponyme, La fabrique des pandémies, où cet auteur développe l'émergence attendue de nouvelles pandémies du fait de la destruction des écosystèmes par l'activité humaine dans une perspective de santé planétaire, même si la postface de l'édition de 2022 converge en partie avec le récit de cet exposé. Le risque manufacturé évoqué ici est inspiré d'Anthony Giddens. J'en ai précisé ailleurs la définition. Il s'agit d'une production préconçue pour être mise en œuvre dans un temps fini. Il se range donc dans la catégorie des risques intentionnels. La seconde définition qualifie le complot de façon générique. Elle est proposée par Marcus Gilroy-Ware, maître de conférences en journalisme, professeur de droit de la presse. Lorsque l'exercice du pouvoir dans la société entraîne des actes répréhensibles à l'encontre du public, comme la mort de citoyens innocents ou la destruction de l'environnement naturel, ces actes peuvent être considérés comme des complots à partir du moment où leur découverte et leur dénonciation s'avèrent difficiles, de telle manière qu'il est possible pour ces conspirations d'avoir lieu ou de continuer ou d'empêcher les auteurs de répondre de leurs actes. Cette définition est intéressante en ce qu'elle concerne cette élite du pouvoir ou au pouvoir, ce cartel de barons voleurs et des seigneurs de la guerre décrit par Charles Wright Mills, qui établit en permanence des stratagèmes qui visent à orienter les politiques publiques à leur profit. Elle le permet en particulier de rapprocher l'emprise d'intérêts particuliers et la corruption systémique de la figure du complot. Dans telle situation, tout se passe comme si une partie, généralement restreinte, de la société complotait contre la multitude. Enfin, dernière précision, mais ça a déjà été dit, cet exposé reprend en intégrant de nouveaux développements le chapitre sur le complexe militaro-industriel états-unien des pages 41 à 64 de l'ouvrage. Donc, vous avez ici la couverture. Alors, la constitution de notre premier bloc biosécuritaire militaro-industriel, agissant derrière le paravent des autorités civiles, nous ramène au traité de désarmement entre les puissances occidentales et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Suite à la décision du président Nixon en 1969 d'interdire les armes biologiques et de détruire les stocks états-uniens, une convention des Nations Unies sur l'interdiction des armes biologiques est signée le 10 avril 1972.
et ratifiée par les États-Unis et l'URSS. Elle entre en vigueur le 26 mars 1975. C'est le premier traité multilatéral de désarmement interdisant toute une catégorie d'armes, une démarche qui se poursuivra par la suite dans le domaine nucléaire. Son article 1 stipule que chaque État s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, développer, produire, stocker ou autrement acquérir ou conserver, premièrement, des agents microbiens ou autres agents biologiques ou toxines, quelle que soit leur origine ou leur mode de production, de type et en quantité qui n'ont aucune justification à des fins prophylactiques, protectrices ou à d'autres fins pacifiques. Deuxièmement, les armes, équipements ou vecteurs conçus pour utiliser ces agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. Cependant, le bloc soviétique ne respecte pas l'accord, ayant préparé des stocks du virus de la variole, de toxines botuliniques et de spores de charbon. Cette activité présente des dangers pour la population civile, avec notamment en 1979 une fuite de spores à charbon à Sverdlovsk ou à Ekaterinbourg, provoquant une centaine de décès et des cas de variole hémorragique ayant entraîné la mort de sujets pourtant vaccinés parmi des croisiéristes en mer d'Aral, à proximité d'un laboratoire militaire russe. Aux États-Unis, dans le Maryland, Fort Detrick, ancienne place militaire de recherche en armes bactériologiques et chimiques, est converti dans la biodéfense dès 1980. Copiloté par la CIA et les Instituts nationaux de la santé, doté d'un budget annuel de 17 millions de dollars, la place héberge 7800 agents militaires et civils. Elle comprend plusieurs laboratoires P3 et un laboratoire P4. C'est également le siège de la branche médicale de la Defense Intelligence Agency, le National Center for Medical Intelligence, qui emploie 16 500 personnes. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, le complexe militaro-industriel états-unien se trouve brutalement privé de son ennemi public numéro 1. Comme l'exprime le général Colin Powell en 1991, « Je n'ai plus de démons, je n'ai plus de méchants, je dois me contenter de Fidel Castro et Kim Il-sung. » Cette étape historique encourage les États-Unis à se demander si il n'est pas temps de toucher les dividendes de la paix et parallèlement a jeté un doute sur l'opportunité de maintenir les budgets militaires au niveau faramineux jusqu'alors justifié par la rivalité entre blocs pour les États-Unis et marqué par la guerre froide. Et il poursuit d'autres objectifs. Son secrétaire d'État à la Défense, Dick Cheney, et son adjoint Paul Wolfowitz suivent une stratégie mondiale pour l'après-guerre froide visant une suprématie états-unienne mondiale permanente. Son successeur, Bill Clinton, établit une stratégie nationale de sécurité plus pacifique, insistant sur la nécessité de parvenir à un consensus public pour soutenir un éventuel engagement actif à l'étranger visant à assurer le leadership états-unien. Mais ce consensus fait défaut et en 1994, les budgets de la défense sont fortement diminués. Le 19 avril 1995, le Federal Building à Oklahoma est visé par un acte terroriste qui est perpétré donc par des extrémistes antigouvernementaux proches du suprématisme blanc. Il tue 170 personnes et en blesse 700. C'est l'attaque alors la plus meurtrière subie sur le sol états-unien. Cet attentat est le support d'une campagne menée par différents officiels visant à susciter un imaginaire complotiste, de menaces que des collectifs organisés feraient peser sur des États. Le vice-secrétaire à la Défense, Joseph Nye, et James Woolsey, ex-directeur de la CIA, estiment dans un article 97 qui s'appelle « Se défendre contre un ennemi de l'ombre » que la destruction du bâtiment fédéral d'Oklahoma City aurait été bien pire si du matériel nucléaire, biologique ou chimique avait été utilisé. Il plaide alors pour une programmation de la réponse nationale à cette menace, donc imaginaire, dirigée par la Maison-Blanche, et appelle à des initiatives de programme pour tous les départements et agences concernées. Cette campagne est le départ de décennies d'agitation de la part du complosphère, où se mêlent convictions délirantes, manipulation, stratégie militaro-industrielle et intérêts financiers. Donc le bloc biosécuritaire
dans ce bloc, il y a deux institutions qui jouent un rôle pilote. La première, donc, c'est la CIA, hein, Central Intelligence Agency, donc bien connue, fondée en 1947, qui emploie 50 000 personnes aux États-Unis et 50 000 agents dans le reste du monde, dont au moins 500 en France, soit environ 5 à 10 par département français. Donc, rappelons ici quelques évidences. À l'instar de la DGSE française, cette agence n'est pas conçue pour respecter les règles et les lois des pays dans lesquels elle intervient. Elle a peu d'intérêt pour le respect des droits des personnes et des institutions qu'elle manipule ou qu'elle infiltre. Comme le note Robert Kennedy, il n'y a rien dans l'histoire de la CIA qui trahisse un intérêt pour la promotion de la santé ou de la démocratie. Les préoccupations historiques de la CIA ont été le pouvoir et le contrôle. La CIA ne s'occupe pas de santé publique, elle ne s'occupe pas de démocratie. Donc, voilà la citation. Donc, la défense et les agences de renseignement états-uniennes participent au développement des techniques, principalement au travers de l'Agence de financement des projets de recherche avancée, ou ARPA, créée le 7 février 1958 à la suite du lancement de satellite soviétique Sputnik. Le 23 mars 1972, cette agence est captée par la défense états-unienne et prend le nom de DARPA. Selon Regina Dugan, son ex-directrice, l'agence a pour objet de prévenir et créer la surprise stratégique. Ses principales réalisations sont l'ARPANET en 1969, l'ancêtre d'Internet, le GPS, les bombardiers furtifs, les satellites météorologiques, les drones, etc. Parmi les grands programmes soutenus par la DARPA et la CIA, on trouve les technologies de l'information et la manipulation du vivant. Le soutien à ces technologies permet également de disposer de leur puissance au moyen de contrats gouvernementaux géants et souvent secrets. Parmi ces projets en cours figure notamment la manipulation génétique du vivant, que ce soit au travers du gain de fonction pour les virus, conjointement avec les NIH et la fondation Bill et Melinda Gates, ou encore le forçage génétique, mobilisant le système CRISPR-Cas9 avec un lobbying dans les instances internationales financé une nouvelle fois par la fondation Gates. Ainsi, les autorités états-uniennes, d'un côté, agitent de nouvelles menaces bactériologiques et chimiques, et de l'autre, fabriquent ces mêmes menaces, le tout à l'abri du contrôle démocratique. La CIA entreprend des projets d'armes biologiques tels que Clear Vision pour l'élaboration d'une mini-bombe bactériologique ou le projet Jefferson pour la production d'un variant d'anthrax génétiquement modifié. Professeur Perron a rapporté donc également un programme de Borrelia génétiquement modifié qui entraîne une maladie devenue mondiale qui n'existe pas officiellement, la maladie de Lyme chronique. Ces initiatives contreviennent clairement à la Convention des Nations Unies sur l'interdiction des armes biologiques, mais les autorités états-uniennes exploitent les ambiguïtés de son article 10 qui encourage le développement scientifique et leurs applications afin notamment de prévenir des maladies. Donc, les autres grands programmes, eh bien, ce sont les techniques de guerre psychologique mobilisées par la CIA, qui consistent en des programmes d'isolement social aux effets pathogènes avérés, voire de torture, conférée la charte de Biderman, et visent le contrôle du comportement. Cette guerre psychologique est également livrée par des entreprises privées travaillant contre rémunération pour les gouvernements, les autorités militaires, des groupes de pression, à l'instar du groupe Strategic Communication Laboratories, SCL, maison mère de la célèbre entreprise de manipulation d'opinion Cambridge Analytica. À l'occasion d'une exposition de technologie militaire, SCL a ainsi procédé en 2005 à un exercice de simulation de pandémie de variole où l'entreprise se charge de convaincre toute une population de respecter un isolement strict en diffusant un mensonge sur un nuage de produits chimiques toxiques, de telle sorte que les habitants ne prennent pas le risque de sortir de chez eux. Autre grand programme, à la suite de la pandémie du SARS-CoV-1, les CDC états-uniens reçoivent donc en 2004 des fonds publics pour établir un programme mondial de détection des maladies en mobilisant plusieurs canaux, la santé, l'agriculture, la défense
le renseignement et la sécurité intérieure. Ce programme de détection coordonne également des programmes relatifs à des maladies en cours, sida, polio, rougeole, en vue de leur détection précoce, ainsi que le projet Argus pour la surveillance des menaces biologiques, terroristes et pandémiques, sous la responsabilité de James Wilson, agent de la CIA et pédiatre, à l'université de Georgetown. Le projet consiste en un réseau d'alerte précoce d'événements biologiques étrangers susceptibles de représenter des menaces pour la santé mondiale et la sécurité nationale, en prise avec des perturbations sociales et faisant appel à la modélisation. Il s'agit également de former des responsables gouvernementaux à la préparation aux pandémies. L'une des figures de ce projet est le docteur Michael Callahan, agent de la CIA, qui a dirigé un programme de biosécurité pour l'USAID avant de devenir directeur de la DARPA. Ce projet devient pleinement opérationnel en juillet 2007, mais à partir de 2008, la crise financière place provisoirement la question pandémique au second rang des préoccupations sécuritaires. Enfin, dans les années 2010, Bill Gates est l'un des principaux investisseurs dans Earth Now LLC, une société proposant de ceinturer la planète d'une flotte de 500 satellites, renvoyant une image en temps réel et en continu de tous les endroits de la Terre, dans le cadre d'un nouveau programme de détection des maladies, donc l'équipe GERM, sous la coordination de l'OMS, et qui vise à arrêter les foyers émergents avant qu'ils ne deviennent des pandémies. La faille de la Convention réside donc dans l'existence de technologies duales, c'est-à-dire mobilisables à des fins pacifiques, la production de vaccins, ou offensives, le développement d'armes biologiques, au point que les vaccins sont soudainement devenus un euphémisme pour parler des armes biologiques. Les intentions troubles concernant l'usage des vaccins apparaissent aussi anciennes que l'instauration d'un quartier général de la biodéfense, donc à Fort Detrick, puisque dans le General Register états-unien du 1er juin 1984, le gouvernement affirme déjà dans la section évoquant le vaccin contre la poliomyélite que tout doute possible, fondé ou non, sur la sécurité du vaccin ne peut être autorisé afin d'assurer que le vaccin pourra être utilisé au maximum selon les objectifs nationaux de santé publique. Donc là, nous avons un précédent qui rappelle la censure qui se déchaîne actuellement sur toute évocation de la toxicité des vaccins génétiques anti-Covid. Le complexe médico-industriel tel que nous l'avons esquissé militaro-industriel, tel que nous l'avons esquissé, inspire à Stanley Kubrick un de ses plus grands chefs-d'œuvre, le Docteur Folamour, une comédie qui s'amuse de la psychopathologie engendrée par le sentiment de toute puissance. Toute ressemblance avec les trois protagonistes que nous allons étudier maintenant n'est peut-être pas seulement une pure coïncidence. Robert Kadlec est un médecin, colonel de l'armée de l'air états-unienne, ayant servi en Irak en 1991. Robert Kennedy le décrit comme une sorte de docteur Folamour, entretenant des liens étroits avec les agences d'espionnage, Big Pharma, le Pentagone et les entreprises militaires, qui profitent de la propagation de l'alarmisme en matière d'armes biologiques. En 1998, il promeut le développement d'agents pathogènes pandémiques comme armes furtives. L'utilisation d'armes biologiques sous le couvert d'une maladie endémique ou naturelle offre à un attaquant la possibilité d'un déni plausible. Dans ce contexte, les armes biologiques offrent de plus grandes possibilités d'utilisation que les armes nucléaires. Ce déni plausible apparaît donc comme leur principale qualité stratégique. En février 1999, Robert Kadlec organise le projet Arlington, qui réunit plusieurs centaines de participants pour simuler une réponse sanitaire au bioterrorisme. Il y est question de quarantaine, de consensus à propos de la vaccination, de loi martiale, de contrôle des messages adressés à la population, et pour la première fois, le département de la santé est partie prenante de ce dispositif de sécurité. Plus tard, dans 1999, dans le désert du Nevada où la bombe atomique a été mise au point, le projet Bacchus vise à déterminer si des terroristes potentiels pourraient produire de l'anthrax en petite quantité en utilisant des équipements pour le grand public. Le 22 et 23 juin,
Il dirige l'exercice Dark Winter, qui met en scène une épidémie de variole disséminée par courrier et commanditée par un personnage qui ressemble à Saddam Hussein. L'attaque provoque l'effondrement des États-Unis, principalement à cause d'une pénurie de vaccins. L'exercice insiste sur l'engagement de l'armée dans la fabrication de vaccins contre les armes biologiques. Les Américains ne peuvent plus tenir pour acquises les libertés civiles fondamentales telles que la liberté de réunion ou de voyage. Parmi les leçons tirées de l'exercice, l'idée est retenue d'assimiler la préparation de la menace pandémique, préparation à la menace pandémique, à celle de la menace bioterroriste. Or, à la suite de l'attentat du 11 septembre 2001, une série de lettres contenant des spores d'anthrax arrive vraiment par la poste à plusieurs organes de presse en plein milieu des audiences du Sénat sur la vulnérabilité de l'Amérique à une attaque à l'anthrax. 3 semaines plus tard, un second envoi de lettres piégées parvient au bureau du Capitole de 2 sénateurs, Tom Daschle, chef de la majorité démocrate, et Patrick Leahy, à la tête de la commission judiciaire. Tous deux sont opposants actifs au Patriot Act et à la perte des libertés civiles. Au total, l'attaque provoque 5 décès et 32 personnes infectées. Le Pentagone et la CIA s'emploient à accréditer l'idée que l'attaque aurait été commanditée par Saddam Hussein. Mais il apparaît rapidement que les souches bactériennes utilisées dans l'attentat proviennent des laboratoires militaires P4 états-uniens, Fort Detrick ou l'un des 2 autres laboratoires militaires. Cette manœuvre a pour effet d'intimider les 2 sénateurs qui comprennent le message et cessent de s'opposer. Le Patriot Act est adopté. À la suite de la fausse attaque à l'anthrax, qui fait de vraies victimes, Robert Kadlec devient assistant spécial pour la planification de la biodéfense auprès du président George W. Bush. La directive présidentielle Biodefense for the 21st Century d'avril 2004, préparée par Robert Kadlec, convainc le Congrès de créer une réserve nationale pour entreposer les moyens de lutte anti-infectieuse, notamment les antibiotiques et les vaccins. La même année, il lance le Biomedical Advanced Research and Development Authority, ou BARDA, une banque d'investissement dans les nouvelles technologies biosécuritaires finançant les grandes enseignes du médicament, les sous-traitants de la biodéfense et des chercheurs. Avec la DARPA du Pentagone, puis avec Bill Gates, la BARDA devient l'un des 2 principaux financeurs des recherches duales. Enfin, entre 2003 et 2005, Kadlec organise de nouveaux exercices de biodéfense et entérine la militarisation d'une réponse sanitaire conforme à des objectifs géostratégiques en lien avec les intérêts de l'État profond états-unien. Global Mercury démontre l'importance d'un centre coordinateur et la reconnaissance de l'OMS comme institution appropriée pour jouer ce rôle. Atlantic Storm est un exercice organisé en 2003 puis en 2005. Le scénario établit qu'un groupe terroriste a libéré la variole qui se répand dans la population. Nous allons voir maintenant le deuxième personnage, Anthony Fauci. Donc, on va être un peu plus bref parce que Robert Kennedy en parle beaucoup, mais il y a quelques éléments qu'il faut quand même retenir. C'est d'abord, on va dire, côté public, on n'apprend pas grand-chose. Donc, c'est quelqu'un qui est resté 54 ans aux Instituts nationaux de la santé, qui a été directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le NIED, pendant 38 ans, et qui est connu donc depuis 2020 comme un personnage public, conseiller santé pour la gestion du Covid des présidents Trump et Biden. Côté masque, Fauci se mue en chef tout-puissant de l'infrastructure de biodéfense. Via le NIED, Fauci entretient des relations avec les organisations philanthrocapitalistes, le Pentagone et l'OMS. À partir de 2001, les relations avec Bill Gates sont devenues régulières. Sous l'impulsion de Dick Cheney, le NIED couvre la biodéfense et à ce titre la préparation d'armes biologiques. Les programmes de recherche épars dans plusieurs départements et institutions sont rassemblés en 2003 sous son égide. Il gère désormais un budget colossal de près de 7,7 milliards de dollars, soit plus de la moitié du budget mondial de la recherche biomédicale,
contrôlant ainsi une communauté de 300 000 chercheurs, leurs recherches, mais aussi leur salaire et leur statut social. Son acolyte Francis Collins, le directeur des NIH, gère quant à lui un budget de recherche de 45 milliards. Dès lors, il n'y a plus de distinction entre la recherche de biodéfense et la recherche scientifique civile. FOSSI contrôle également la plupart des agences de santé états-uniennes, CDC, FDA, NIH. Pour Robert Kennedy, il devient l'architecte de la mainmise sur les agences sanitaires au sein des institutions de santé publique. Enfin, FOSSI est placé en position de responsable politique de la gestion des pandémies, en particulier donc sous les présidents Trump et Biden. Grâce à ses activités de recherche en biodéfense, selon le magazine Forbes, le salaire annuel d'Anthony Fauci est ajusté de façon permanente et en plus de son salaire régulier, il touche donc de 2004 à 2007, il passe de 200 000 $ à 335 000 $. Donc cette augmentation vise à le rémunérer de manière appropriée pour le niveau de responsabilité, en particulier en ce qui concerne son travail sur les activités de recherche en biodéfense. Donc, vous voyez, cet accord salarial montre de façon explicite qu'il est effectivement le chef de la biodéfense états-unienne. Cet avantage est reconduit tous les ans et avec la pandémie de Covid, son salaire augmente encore et donc il atteint 417 608 $ en 2019, puis 434 000 $ en 2020. C'est le salaire le plus élevé de tous les 4,3 millions de fonctionnaires fédéraux, supérieur à celui du président des États-Unis. Et pour sa retraite, une pension de 358 000 € lui est réservée, la plus élevée dans l'histoire pour un agent fédéral. Son épouse, Christine Grady, est responsable de la bioéthique au NIH. C'est elle qui se prononce sur le caractère éthique des actions de son époux. Au cours de l'année 2020, l'année de la pandémie, les revenus du foyer Fauci, y compris les avantages et les gains non réalisés, ont totalisé près de 1 800 000 $ et la valeur totale des comptes du foyer atteigne donc 10 millions de dollars et demi. Donc, troisième larron, Bill Gates, donc, qui nous aidera à identifier une dernière catégorie d'influenceurs, les philanthrocapitalistes, que nous aborderons donc de façon un peu théorique pour cette partie. Donc Bill Gates est un homme d'affaires dont le mode opératoire consiste à conquérir des positions dominantes et à les défendre au travers de régimes de protection de la propriété intellectuelle. Donc ça c'est fondamental. Son métier, sa compétence, c'est celle-là. Dans une première vie, ce talent est mis au profit du développement de Microsoft, ses logiciels et ses navigateurs. Il bataille pour le copyright appliqué au code informatique contre l'open source, qui est la culture dominante dans les années 70. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, qui est un texte préparé par des responsables des industries de logiciels, du médicament et du divertissement, qui rentre en vigueur en 1994 à l'OMC, est le fondement de la puissance des GAFAM, où M signifie Microsoft, et fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde durant donc 2 décennies entre 1995 et 2015. Et cet activisme en faveur des monopoles l'expose à des procès antitrust en Europe et aux États-Unis. Ayant créé sa fondation William Gates, également en 1994, il quitte son poste de PDG pour entamer une seconde carrière de milliardaire philanthrope. Cette mue spectaculaire est rendue publique lors de la 52e Assemblée mondiale de la santé en mai 1999. Gates a alors 44 ans. Ayant pris en 2000 des contacts avec Anthony Fauci, Bill Gates et ses alliés, avec les buffets père et fils, font émerger le philanthrocapitalisme comme réponse globale des bénéficiaires de la répartition du capital au désordre du monde. Alors, le philanthrocapitalisme est-il une contribution acceptable des milliardaires à la réparation de ces désordres? Selon ce point de vue, les objectifs de croissance et de profit sont compatibles avec la philanthropie. Le marché serait plus efficace que les gouvernements. Les gouvernements, les industries et les prestataires
devraient travailler ensemble dans une merveilleuse harmonie, à condition que les industriels puissent agir en toutes circonstances à partir de positions solidement protégées par un régime de propriété. Mais dans l'industrie du médicament, comme dans l'informatique et ailleurs, ce régime de propriété institutionnalise les positions dominantes. Il est massivement favorable à la collectivité. D'un côté, il verrouille la circulation de l'information, avec notamment le secret des affaires. Il empêche l'innovation, la création et le renouvellement. De l'autre, il renforce les monopoles et oligopoles, entraînant des prix déraisonnablement élevés et des profits abusifs. C'était là cette conception de l'action collective qui s'impose aujourd'hui dans les grands organismes internationaux, avec les résultats que l'on sait. Il est aujourd'hui admis que les stratégies privées sont légitimes pour traiter les grandes questions publiques et les milliardaires sont reçus comme des chefs d'État. Il faudrait se garder de décourager la concentration du capital puisqu'elle permet de dégager des leviers d'action business-friendly, basés sur la technologie, tandis que les gouvernements ne feraient qu'empêcher et interdire. En orientant les politiques publiques vers des solutions autres que la remise en cause des droits de propriété intellectuelle, les philanthropes capitalistes confortent les fondements de leur puissance. Et cette stratégie leur est profitable, puisqu'après 2 décennies de ce régime, les 1% les plus riches de la planète ont pu capter 63%, soit les 2/3 de la richesse produite depuis 2020. Les 99% se partageant le tiers restant. À ce niveau de concentration, puisqu'il faut bien que des travailleurs survivent pour alimenter leur puissance, c'est une confiscation menée de main de maître. Et en effet, cette conception est trompeuse. Comme l'explique Lindsay McGough, professeur en sociologie et auteur d'un ouvrage sur la Fondation Gates, le philanthrocapitalisme installe l'idée que les milliardaires sont capables de sauver le monde, alors que ce sont leurs pratiques qui saccagent l'environnement, ainsi que les conditions d'une existence digne pour le plus grand nombre. Leur puissance hors du commun leur donne le pouvoir d'obtenir des gouvernements ou des organismes internationaux des faveurs, des décisions ou des réglementations complaisantes. Les philanthrocapitalistes ne rendent compte à personne de leurs décisions. Les choix des organisations philanthrocapitalistes, parfaitement alignés sur les intérêts des multinationales, s'appliquent aux populations sans aucun contre-pouvoir pour les mettre en question. Et si le philanthrocapitalisme est meilleur que les gouvernements pour subvenir aux besoins de la population, la démocratie délibérative devient une entrave, un obstacle à contourner ou à abattre. En 2000, Fauci rencontre donc Bill Gates. Dès lors, les pouvoirs du chef du bloc biosécuritaire s'allient avec l'homme le plus riche du monde, lui-même à la recherche de nouvelles places fortes où faire prévaloir son savoir-faire en matière d'instauration de droits de propriété. L'essor de l'industrie pharmaceutique s'est amplifié de façon spectaculaire après une rencontre en 2000 entre Anthony Fauci et Bill Gates, son hôte. Et il s'est créé comme une synergie entre eux. À partir de ce moment-là, l'ensemble de la recherche biomédicale et le cartel médical à l'échelle mondiale sont passés sous le contrôle d'une petite poignée de personnes, avec Gates et Fauci à leur tête. Et il y a eu un détournement massif de l'aide financière internationale, loin de ses intérêts et de ses buts traditionnels. Bill Gates investit désormais aux côtés d'Anthony Fauci dans des technologies qui sont bien placées pour développer. Cette stratégie monstrueuse parvient à s'imposer par les influences multiples. À Anthony Fauci revient les relations avec les chercheurs et l'État profond états-unien. L'industrie du médicament développe les relations intéressées avec les professionnels de santé en charge de la mise en œuvre. Bill Gates s'occupera de la propagande et du lobbying international. Alors, comment Bill Gates s'acquitte-t-il de cette tâche? Par un ensemble de participations financières majoritaires ou à vocation de l'être dans la plupart des institutions par lesquelles les opinions se forment ou les décisions se prennent, grâce à ces œuvres dont nous allons examiner les principales.
L'année 99 marque la création à l'Université Johns Hopkins de l'Institut Bill et Melinda Gates de population et de santé de la reproduction à partir d'un financement de 20 millions de sa fondation éponyme. Au cours du quart du siècle qui suit, Gates s'inscrit dans un vaste flux de financement vers l'École de santé publique Johns Hopkins dans la perspective de renforcer le programme de biodefense entre les instituts états-uniens de la santé dirigés par Anthony Fauci et Francis Collins et l'Université Johns Hopkins. Les flux entre 2001 et 2022 atteignent le total de 15 milliards de dollars avec un rythme annuel de financement autour de 1,7 milliard par an au cours des années 2017-2021. Ces financements contribuent à faire de l'Université Johns Hopkins une tête de pont en vue de la conquête du complexe biosécuritaire, à la fois pour l'organisation des exercices de biodefense et comme vivier de dirigeants dévoués, notamment au travers du Johns Hopkins Population Center, renommé Johns Hopkins Center for Health Security, pour coller à l'ère du temps biosécuritaire. Bill et Melinda Gates, avec le concours de Warren Buffett, créent en 2000 la fondation Bill et Melinda Gates, donc, avec la promesse d'améliorer l'état de santé dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires grâce à la science et la technologie. La fondation possède des participations dans de très nombreuses entreprises du monde entier et dans des secteurs variés, en particulier celui du médicament, notamment Gilead, où elle contribue au développement du remdesivir, mais aussi dans l'agro-industrie, les engrais et les organismes génétiquement modifiés, les fast-foods, les prisons privées, etc. Ces avoirs proviennent des dividendes de toutes les entreprises dont elle possède des parts, ce qui lui assure des revenus sur le modèle des fonds de pension. La Fondation Gates finance également directement des multinationales du conseil, comme McKinsey ou le BCG, auxquelles elle assure un flux d'argent représentant la moitié de celui du gouvernement des États-Unis. Lorsque cela est nécessaire, elle finance directement des cabinets pour obtenir par la corruption des décisions publiques conformes à ses intérêts. C'est enfin un acteur écrasant dans le secteur des vaccins, dont le marché mondial ne représente qu'une trentaine de milliards de dollars en 2019. En effet, la grande idée philanthro-capitaliste de Gates, c'est la vaccination à large échelle. La rentabilité de l'action suppose un grand nombre de personnes à vacciner, une production bon marché et bien entendu un verrou solide sur le droit de propriété. Le secteur des vaccins est d'autant plus profitable que les vaccins ne protègent pas vraiment la population. Comme l'indique en effet Robert Kennedy, chaque nouveau rappel double les revenus de la première injection. Et peu importe la toxicité dont le traitement est renvoyé aux bons soins des gouvernements. Des résultats flatteurs peuvent être exhibés grâce aux évaluations d'officine contrôlées par Gates. Donc ici, vous avez une évaluation par le Gavi. Et Bill Gates finance ainsi, en 2019, le vaccin Moderna contre le SARS-CoV-2 avec son allié financier au sein du NIAID, Anthony Fauci, et s'enthousiasme parce que 2020 pourrait signifier pour l'un des meilleurs achats en matière de santé publique, les vaccins. Donc voilà, il se réjouit des perspectives donc, commerciales des vaccins pour 2020. L'un des premiers faits d'armes de Bill Gates est l'action en défense des brevets aux côtés de l'industrie du médicament, de l'administration Clinton et de l'OMS, lorsque l'Afrique du Sud de Nelson Mandela se débattait avec une épidémie de sida meurtrière et décidait donc en 1997 de produire ses propres génériques. Donc, sur cette base, la Fondation Gates fait feu de tout bois à l'occasion de chaque désastre, comme lors de l'épidémie de choléra importée en Haïti par des soldats népalais envoyés par l'OMS, où Gates impose l'écoulement d'1 million de doses de vaccins de Biologics, une société créée par sa fondation, sur la base d'une étude biaisée par les conflits d'intérêts. Donc, 6 auteurs sur 16 étaient affiliés à 4 institutions soutenues par la Fondation Gates. Progressivement, la Fondation se rend incontournable à l'OMS. En 2012, elle contribue à la rédaction du plan d'action mondial pour les vaccins et à la fin de la décennie, elle apparaît comme le second contributeur financier et le premier contributeur non étatique, mais
par le jeu des contributions croisées. C'est en fait le premier contributeur, toutes catégories confondues. La Fondation Gates finance aussi de longue date des partenariats éditoriaux avec les principaux médias des pays occidentaux, tels que Le Monde Afrique en France, donc 4 millions de dollars entre 2014 et 2021, puis 2,12 millions de dollars en 3 ans en août 2022. Donc sur ce modèle, elle finance aussi donc, The Guardian, The Financial Times, Daily Telegraph et la BBC pour le Royaume-Uni, CNN, NBC, PBS et The Atlantic pour les USA, El País pour l'Espagne, Der Spiegel pour l'Allemagne et Al Jazeera pour le Qatar, etc. Il résulte de ces partenariats que les enquêtes sur les agissements de la Fondation Gates ne trouvent aucun écho dans ces médias mainstream. Aujourd'hui, la Fondation Bill et Melinda Gates est l'acteur sanitaire non étatique le plus puissant de la planète. Sa dotation financière est d'environ 60 milliards d'euros, ce qui la situe au niveau des plus grandes multinationales du médicament. Depuis sa création, elle a distribué plus de 50 milliards de dollars. Et donc, ainsi profilée, cette fondation verse davantage dans le fonds d'investissement, le lobbying et l'optimisation fiscale que dans l'entreprise philanthropique promise par les médias. Compte tenu de son emprise financière et de son tissu relationnel auprès des dirigeants du monde entier, peu de responsables expriment désormais leur critique ouvertement. Une crainte que le New York Times qualifie de Bill Chill, la crainte de Bill, le frisson de Bill. Et donc, la Fondation a ainsi réussi à rallier la plupart des dirigeants des pays occidentaux à la défense des brevets commerciaux sur les vaccins et à l'opposition à la levée des droits de propriété, surtout en cas de pandémie. Alors, créée en 2000 à Davos à l'occasion du Forum économique mondial et principalement financée par la Fondation Gates, l'Alliance mondiale pour les vaccins et pour l'immunisation, la Gavi, a pour objectif, selon son site, de façonner le marché des vaccins en contribuant au financement de toutes les étapes du processus vaccinal. De nombreux États, y compris la France, et des industries du médicament contribuent à son financement. Tout en bénéficiant de financements publics, l'Alliance influence directement l'OMS pour que des vaccins demeurent une priorité centrale de la politique sanitaire mondiale. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, ministre de la Santé puis des Affaires étrangères d'Éthiopie, a lui-même siégé au conseil d'administration de la Gavi en 2008-2009, avant de présider le Fonds mondial en 2010-2011, puis d'être élu directeur général de l'OMS le 1er juillet 2017 avec le soutien de la Chine. L'un des programmes les plus inquiétants promus par Gavi est sa contribution depuis 2018 à la 4e révolution industrielle, consistant en une fusion des mondes physiques, numériques et biologiques. L'Alliance finance ainsi la plateforme Infuse, donc Innovation for Uptake, Scale and Equity in Immunization, un écosystème qui identifie de nouvelles technologies passionnantes, pertinentes pour la modernisation et l'amélioration des systèmes de vaccination, selon le site de la Gavi. Plutôt que d'un carnet de vaccination cartonné, chaque enfant serait doté d'un marquage sous-cutané. Enfin, en 2019, Gavi a rejoint l'IDEA 2020, un consortium public-privé au service des objectifs pour le développement durable pour 2030 des Nations Unies, dont elle a revu les objectifs au profit d'un projet de liaison de l'identité numérique au statut vaccinal. Unitaid. Donc Unitaid, c'est une initiative publique du président Chirac pour la collecte de fonds lancée en 2006 pour la tuberculose, le sida et le paludisme dans les pays en développement. En 2021, elle est financée à 63% par la taxe sur les billets d'avion, par la Fondation Gates, qui a versé 150 millions de dollars depuis sa création en 2021, et par d'autres organisations financées par Bill Gates, Fonds mondial, Gavi, UNICEF. Financée également par des enseignes du médicament et plusieurs pays, dont la France. La Fondation Bill et Melinda Gates a désormais capté son action par son statut de membre de son conseil d'administration et en assurant la présidence du comité exécutif. Selon Robert Kennedy, Unitaid semble désormais agir pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils financent l'achat de médicaments auprès des multinationales pharmaceutiques
pour les distribuer aux pauvres d'Afrique. Son objectif premier semble être de protéger les brevets et les droits de propriété intellectuelle des entreprises pharmaceutiques. Gates utilise également United pour financer la science corrompue de chercheurs domestiqués et compromis comme Andrew Hill, qui légitime ses directives politiques à l'OMS. La coalition pour les épidémies en matière de préparation aux pandémies, ou CEPI, est créée en janvier 2017 par les États du G7 pour, selon Bill Gates à la conférence de Munich du 17 février 2017, permettre au monde de produire des vaccins sûrs et efficaces dès que de nouvelles menaces apparaissent. Richard Hatchett en est le directeur général depuis sa création en 2017. C'est un oncologue, ancien directeur de la BARDA, ancien conseiller biodéfense des présidents Bush et Obama, et également lié à l'ONU. Il préconise pour la gestion de la pandémie du Covid une stratégie fondée uniquement sur des mesures non pharmaceutiques et sur la vaccination de masse dans le cadre d'une réponse militarisée. Le statut de prototype ou contre-mesure accordé au vaccin plutôt qu'agent thérapeutique et plus généralement la subordination de la FDA au département de la défense états-unien sur le dossier des vaccins anti-Covid a été dénoncé par Sacha Lachipova et exprime donc cette révélation exprime la réalité de cette militarisation, donc une réponse sur le modèle anti-bioterroriste plutôt que sanitaire. Cette préparation et ces innovations s'emploient à la surveillance des virus et surtout à l'accélération de la conception et du déploiement des vaccins en vue de vacciner la population mondiale. Il s'agit de lever des fonds publics pour cette accélération tant que les entreprises du médicament ne prennent pas les initiatives de conception suffisamment tôt. Celles-ci expriment en effet des incertitudes sur la rentabilité du programme et refusent de s'y engager. Donc le CEPI tente de persévérer dans ce projet en prenant le contrôle de COVAX. Voilà, c'est la dernière institution de la philanthropie de Bill Gates. Donc elle est créée au mois de mars 2020 par l'OMS, la Gavi, donc avec la fondation Bill et Melinda Gates, et la CEPI, pour officiellement fournir aux pays adhérents un accès équitable aux vaccins au travers d'achats groupés en mutualisant les risques. Mais officieusement, il s'agit de torpiller l'initiative d'acteurs publics et privés patronnés par l'OMS pour un accès commun aux technologies afin de partager les ressources et les connaissances en matière de traitement et de vaccins contre le Covid. Donc en fait, c'est pour défendre les droits de propriété. Alors donc la Fondation Gates mobilise ses leviers d'influence pour étouffer toute tentative de mise en commun des connaissances et en lien avec le Wellcome Trust et Mastercard, elle s'emploie à organiser la recherche, le développement, la fabrication et la distribution des traitements, tout en protégeant strictement la propriété intellectuelle. Cette initiative se révèle désastreuse en termes de santé publique. La gestion de COVAX reste opaque. Les doses sont distribuées en petits nombres et proches de la péremption. Le volume de déchets et la pollution est énorme. Donc le gâchis est énorme, mais l'essentiel de l'initiative, c'était bien de permettre à l'industrie du médicament de conserver la maîtrise du circuit de distribution. James Love, qui est un opposant historique de Bill Gates, résume ainsi ce dispositif de captation des profits défendu avec acharnement par Bill Gates et ses alliés. De l'argent public part dans des vaccins privatisés par une poignée d'entreprises qui se permettent ensuite de décider qui a le droit ou non de les produire, ainsi que le prix final. Alors voilà, on arrive à la fin, ce sont les dernières étapes et le temps nous manque pour détailler encore les dernières étapes de la manufacture du risque sanitaire. Nous retiendrons seulement que dans les années 2010, le complexe militaro-industriel s'efforce de verrouiller un scénario de contrôle social dit à marche forcée, lockstep. Lors d'une célèbre conférence TED donnée en 2015, Gates compare la pandémie à une guerre nucléaire mondiale, la première étant plus terrible que la seconde, en ressassant le mot d'ordre de Kober-Kadlec. Nous avons investi des sommes énormes dans la dissuasion nucléaire, mais nous avons très peu investi dans un système pour stopper les épidémies. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie.
Gates remet le couvert à la conférence sur la sécurité de Munich le 17 février 2017. Ce que nous devons faire pour nous protéger contre une pandémie naturelle sont les mêmes choses que ce que nous devons préparer pour une attaque biologique intentionnelle. À partir de 2018, Bill Gates capture la décision de l'OMS avec le soutien d'une coalition stable de contributeurs tels que le Wellcome Trust ou le Rotary. Dans les suites de la gestion catastrophique de la pandémie de Covid par les autorités civiles, Bill Gates assure en propagandiste en chef la promotion de la doxa. Dès avril 2020, il établit la règle selon laquelle les vaccins doivent être efficaces à 95%. En mai, il fait le tour des plateaux de télévision pour vendre son ouvrage qui se propose de nous dire comment éviter la prochaine pandémie. Donc, en suivant, sans discuter, le programme de biosécurité piloté depuis les arrière-cuisines de la manufacture états-unienne du risque. Et dernièrement encore, dans un entretien à la chaîne qatari Al Jazeera, donc financée par sa fondation, il assure que la prochaine fois, nous aurons des usines capables de produire pour les besoins mondiaux en quelques mois. Pour Robert Kennedy Jr., cette paranoïa va alimenter l'industrie naissante de la biodéfense et contribuer à jeter les bases de l'État sécuritaire moderne. Mais comme le gouvernement états-unien cherche à faire taire Robert Kennedy, tout ceci, bien sûr, doit rester entre nous. Je vous remercie. Voilà, bah alors merci Michel pour cette présentation dense dont on aimerait à la fin pouvoir avoir une sorte de petit organigramme. Dans les hôpitaux et dans l'administration publique, on aime bien les organigrammes. Qui fait quoi, qui agit à quel endroit, quels sont les différents relais fonctionnels, opérationnels. Donc on aimerait bien cette chose-là. Et en même temps, à t'écouter, ma première réaction, c'est waouh, on rentre dans le dur là. On commence à aller dans les détails, non seulement des études scientifiques, des résultats médicaux, scientifiques sur les différents produits utilisés, mais enfin sur les mobiles et l'organisation qu'il y a derrière. Et à la fois, c'est très intéressant, à la fois, je pense que ça nécessite d'être revu tranquillement pour pouvoir bien fixer les idées. Mais j'ai l'impression que tu nous as situé 3 acteurs principaux. D'une part, le philanthrocapitalisme américain, qui est dans cette culture américaine, en gros, du self-made man qui arrive à la fin à être milliardaire et à être the happy few, qui va influencer le destin du monde conformément à l'éthique du protestantisme, qui avait été développée par Max Weber, hein, l'esprit du capitalisme, et qui a été bien développé par quelqu'un qui s'appelle Max Weber et qui explique bien cette idée qui est un peu comme la logique de caste finalement indienne, où il y a les brahmanes et les intouchables. Et ben là, il y a les WASP en gros, et puis les autres quoi. Hein. Les white anglo-saxon protestants milliardaires, eux, peuvent influencer le destin du monde parce qu'ils ont été choisis par Dieu et qu'au fond, ils ont tout l'argent, tout le pouvoir, et c'est eux qui décideront du destin du monde, comme finalement les élus, le peuple élu. Et puis un deuxième élément qui est cette idée que l'armée américaine et les départements de recherche en fait, et puis les départements du renseignement de la CIA sont finalement très présents et dans une collusion systématique avec la recherche scientifique, et que il y a des officines qui sont à un croisement sur un pont finalement entre la médecine et la science, et puis le militaire et l'armement quelque part. Et voilà, est-ce que j'ai bien compris un peu? J'essaie de synthétiser là, mais on va relire ça dans ton livre. Oui, alors en quelques mots, parce que évidemment il est tard déjà et j'espère qu'il y aura une petite discussion après. Je crois qu'il faut faire le deuil d'institutions de santé aux États-Unis qui travailleraient d'abord pour la santé des populations. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui on a donc un département de la santé qui est devenu en fait un segment de la biodéfense états-unienne, premièrement. Deuxièmement, que ce secteur de la biodéfense n'est pas très bien contrôlé politiquement. Ce que disait Eisenhower, que tous ces services agissent en fait selon les principes d'une société démocratique libre. Eh bien non, le contrôle politique en fait n'est pas assuré, et donc on a vraiment des gens qui sont maintenant livrés à eux-mêmes et qui concentrent des pouvoirs qui en fait agissent sur leur entendement. Et alors, troisième peut-être leçon pour nous Français,
c'est que quand je reviens à décréter la décision publique en France au débat démocratique, nous devons faire un travail pour que nous ne soyons pas en fait une tentacule en fait d'une pieuvre dans la tête aux États-Unis, mais qu'on redevienne une république souveraine. Et pour cela, il faudra faire un travail sérieux sur l'organisation de la décision publique et sans doute passer par, on va dire, une étape, bon, ça a déjà été dit, hein, une commission de la vérité et de la réconciliation, pour que la vérité soit dite sur les événements de ces dernières années et qu'on puisse reconstruire en fait un système de santé sain, une décision publique saine, et qu'on puisse en fait retrouver une souveraineté nationale et européenne. Merci beaucoup, Michel. On va inviter nos discutants à nous rejoindre, Hélène et Olivier. Alors ce soir, on est un peu moins des bisounours qu'avant, grâce à Michel, et on voit le monde avec un œil un petit peu moins niais, que finalement tout est régi par des enjeux de pouvoir et d'argent, qu'une sorte de guerre étonnante se joue sur la Terre pour ce pouvoir et cet argent, et qui utilise les moyens à la fois de la philanthropie, à la fois de la médecine et de la recherche scientifique et bactériologique et virologique. Peut-être si vous avez un mot à en dire, Olivier et Hélène. Moi, je voudrais revenir sur un mot qu'a utilisé Michel. Il a utilisé le mot intentionnel. Alors, je pense que c'était à propos des gains de fonction. Déjà, rappeler ce que c'est les gains de fonction. Donc, c'est modifier des virus pour leur donner des fonctions qui les rendent plus pathogènes et plus contagieux. Et donc, c'est intentionnel dans le fait qu'on les modifie pour ça, mais ce n'est pas pour créer des pandémies. Voilà, il faut revenir là-dessus. Le but, c'est de se préparer aux pandémies. Donc, c'est l'illusion qui fait croire à ces gens-là, qui sont un peu des docteurs Folamour, qui vont anticiper l'évolution naturelle du virus dans la nature, dans leur laboratoire. Voilà. Ça a été critiqué par un chercheur, je n'ai plus le nom en tête, mais on ne peut pas anticiper l'évolution, mais eux, ils croient vraiment ça, comme nous a parlé Michel des docteurs Folamour. Voilà. Donc, ils font ces gains de fonction. Et il a utilisé un mot aussi qui était le mot dual. Donc, dual, ça veut dire que c'est une recherche qui est, entre guillemets, pour le bien de l'humanité, mais qui peut avoir des risques importants. Et ça avait été discuté donc en 2012. Des chercheurs avaient demandé un moratoire pour ces recherches-là parce qu'elles sont trop dangereuses. Et c'est Fauci tout seul qui est monté au créneau et qui a fait admettre ces gains de fonction en disant que finalement, pour lui, la nature, c'était le premier des bioterroristes et que les risques étaient moindres que les bénéfices les bénéfices de ces gains de fonction étaient supérieurs pour la population humaine. Voilà. Donc, c'est ça, l'intention, elle est là, mais il ne faut pas traduire que c'est une intention de provoquer des pandémies. L'intention, c'est d'anticiper les pandémies et de pouvoir fabriquer des vaccins, anticiper les vaccins pour quand les virus vont arriver. Sauf qu'évidemment, les virus qui sont fabriqués en laboratoire, ils s'échappent et c'est eux qui donnent les pandémies. Voilà. C'est une espèce de manip qui tourne en boucle parce que ça ne peut pas être autrement. Voilà. Merci Hélène. Alors même si on peut peut-être discuter plus loin effectivement les intentions, notamment la lecture des doctrines militaires états-uniennes et chinoises ces dernières années est assez intéressante, puisque la doctrine militaire a largement évolué depuis le Sun Tzu et les principes de l'art de la guerre. Et donc plusieurs militaires américains et chinois ont écrit divers ouvrages qui permettent de prendre conscience que pour eux la guerre est intégrale, c'est à la fois une guerre médiatique, une guerre d'influence financière, une guerre commerciale, mais aussi une guerre qui utilise les armes de bioterrorisme et qui les développe. Donc effectivement, il y a quand même des laboratoires militaires qui développent des armes biologiques, et c'est l'hypothèse en tout cas de Christian Perron pour un certain nombre de borrélioses. C'est des hypothèses qui ont déjà été posées dans divers laboratoires militaires. Je ne citerai pas d'études précises, mais moi j'ai de l'expérience personnelle de gens très proches qui en fait à qui on a demandé de travailler sur le développement de certaines bactéries multirésistantes à des fins militaires. Et donc ces choses-là existent. Et ça aussi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est que ce développement militaire à des fins meurtrières au départ existe aussi en parallèle de ces développements de protection. Oui, je pense que ça existe, mais c'est parce que ces gens-là sont fous, quoi. Comme il a dit, c'est des docteurs Folamour, quoi. Ils ne se rendent pas compte, parce que le professeur Perron leur a parlé
de cette Borrelia qui a été développée en fait par les Japonais. Ils ont infecté la Sibérie orientale et la Chine dans le cadre d'une guerre biologique, mais en fait, quand ils ont envahi ces pays-là, leurs soldats ont été infectés par ces bactéries, donc par l'intermédiaire des tiques. Donc voilà, ça se retourne en fait. Comme disait Michel, et comme a dit Cadlex, c'est une arme avec un déni plausible. On ne peut pas trouver l'origine, mais en fait, ça se retourne aussi bien contre l'agresseur que contre l'agressé. Voilà. Donc c'est quand même une histoire de Docteur Folamour, cette histoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intention, mais voilà, c'est vraiment des gens qui sont dérangés au niveau parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne peut pas fonctionner dans le cadre d'une guerre biologique, puisque ça se retourne contre l'agresseur, finalement. Oui, je trouve que c'est finalement ce que tu dis, Hélène, et ce que j'allais dire, c'est une excellente nouvelle, parce que l'idée d'une guerre bactériologique ou biologique, ce serait de dire, voilà, on va balancer sur l'adversaire un agent bactériologique viral dangereux, mais dont nous, on contrôle parfaitement bien l'antidote. Et ce serait une idée. Mais en fait, la réalité, ce que nous a appris cette crise, c'est que même si beaucoup ont essayé de faire croire, pour d'autres raisons qui ne sont pas les mêmes, qu'il y avait des vaccins qui fonctionnaient, on a quand même réalisé, et je pense que tous les gens dans les gouvernements américains ou autres ont bien capté que les vaccins ne fonctionnaient pas, ou de toute manière qu'il était impossible de créer une épidémie chez l'adversaire sans se la prendre soi-même dessus. Et donc, je pense que ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... On a créé une règle de dissuasion bactériologique, de dissuasion biologique. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de vous envoyer de l'anthrax, on va se le prendre aussi. Et comme on n'a pas l'antidote réellement, c'est vraiment, effectivement, je dirais ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette crise. Ils vont éviter de jouer aux apprentis sorciers. L'autre élément que je voudrais dire, et je félicite Michel, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, il revient sur l'origine avec les présidents américains anciens, que ce soit Roosevelt ou son prédécesseur, dont le nom m'échappe à l'instant, qui disait effectivement, je crois que c'est même un des fondateurs des États-Unis qui disait j'ai en face de moi l'armée sudiste dangereuse et derrière moi les banques, et les plus dangereux, ce sont ceux qui sont derrière moi. On arrive là, effectivement, et tu as raison, Louis, de dire qu'on entre dans le dur. On arrête de jouer aux bisounours, on arrête de dire oui, ils sont gentils, ci ou ça, il va falloir pardonner. On se rend compte qu'on est face à des gens qui n'ont aucune bonne intention, qui ont, comme tu l'as bien expliqué, capté 60% de la richesse mondiale entre les mains de 1%, et qui ont l'intention de continuer dans une sorte de délire complètement mégalomaniaque et paranoïaque, comme dirait Ariane. Et c'est pas un processus nouveau, hein, parce que quand tu as évoqué le terme de baron voleur, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, le terme baron voleur a été mis en place pour qualifier Rockefeller et Vanderbilt et Carnegie, qui étaient tous ces milliardaires qui se sont créés au 19e siècle aux États-Unis et qui ont véritablement créé, puisque tout ce système de finance a été créé par la fondation Rockefeller, par le rapport Fleschner, par la fondation Carnegie, qui ont déversé presque 500 millions de dollars entre 1900 et 1945. Et on a mis en place ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce sont des gens qui ont financé indifféremment Hitler et les États-Unis, qui ont récupéré les savants nazis après pour les garder. Et, voilà. Et il faut peut-être aujourd'hui ouvrir les yeux, relire l'histoire autrement. Et avec aussi toute la problématique de la grande puissance financière qui gouverne le monde et qui possède finalement tous les big pharma. Et j'apprenais l'autre fois que la fameuse Révolution française, qui serait la base de la liberté en France, eh bien, est-ce que vous savez que la première loi qui a été votée par la Convention, dans la première session, c'est une loi autorisant l'usure. L'usure, c'est le droit de prêter de l'argent avec intérêt, qui avait toujours été refusé par tous les rois de France. Et donc, on voit bien que la Révolution française a été faite par les banquiers, pour pouvoir voler le monde. Intéressant, on va peut-être voir la Révolution française autrement. Merci Olivier. Alors je crois que Michel voulait réagir peut-être à cette idée d'intention, d'armes ou de développement de systèmes de défense et une question de paranoïa peut-être derrière et de pouvoir. Michel, je t'en prie, peut-être avant que Hélène ne parle. Oui, d'abord sur le côté intentionnel, vous savez que en droit, lorsqu'il s'agit ensuite du juge de la responsabilité, c'est très important, hein, l'intention. Et
Donc là, j'en donne une définition, hein, c'est donc une production préconçue, hein, donc selon un plan, un programme, et mis en œuvre dans un temps fini. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire du mal aux gens. Ça veut dire, ça a été dit par plusieurs philosophes, et en particulier Günther Anders à propos du risque nucléaire, qui est un philosophe très important, on prend simplement le risque de une collatéralité, voilà, il y aura des victimes. Hein. On fait une fausse attaque à l'anthrax, il y a quand même 5 décès, hein, et pourtant, c'est un risque qui a été pris par les militaires. Alors, le problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la politique ait perdu le contrôle de ses décideurs, et donc il y a des gens comme ça, je dirais, qui se promènent dans la nature et qui sont prêts à faire prendre des risques démesurés à l'humanité entière. Et là, effectivement, on est quelque chose qui rappelle Günther Anders. La nouveauté de l'époque actuelle, c'est quand même la formidable concentration de pouvoir entre donc d'un côté les barons voleurs, hein, et de l'autre donc les militaires états-uniens, qui en fait donc c'est la rencontre Bill Gates, Anthony Fauci, qui donne en fait à ces deux personnages une espèce de pouvoir déraisonnable sur le reste de l'humanité. Et là, je crois qu'on a assisté avec le Covid à on va dire, une manifestation grave des conséquences de ce que finalement on a laissé faire, hein, que la régulation publique, nos sociétés ont laissé faire, à savoir des personnes qui, par conviction, par délire, probablement, il y a quand même un côté un peu délirant dans leur pratique, le comportement, ont pris le risque finalement de faire, de provoquer en fait une maladie qui aurait pu donc être beaucoup plus grave. Et il faut avertir les auditeurs, enfin tout le monde, que ça continue, hein, que les expériences de manipulation génétique pour fabriquer soi-disant des virus plus virulents que la nature pourrait en fabriquer continuent comme si de rien n'était. On n'a pas pris le début de mesures de prévention, de prudence, alors que on vient de quitter la pandémie, enfin officiellement, enfin dans les faits, on est en train de sortir de la pandémie de Covid. Donc c'est pour dire que le problème est devant nous, qu'il est sérieux et que en plus pour la France se greffe un troisième problème, c'est qu'il faut à un moment donné évoquer la notion d'intelligence avec l'ennemi, ou l'action de responsables publics sous l'incitation de puissances étrangères. Il y a aussi cet aspect-là, le côté trahison. Hein, alors, je ne suis pas qualifié pour en juger, mais les Français ont subi un risque qui en fait est en lien, paraît en lien avec les intérêts de l'État profond états-unien, pas du tout dans l'intérêt des Français. Et à un moment donné, alors il faudra sans doute que alors moi j'attends d'abord une commission parlementaire, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais il faut commencer par là, hein, il faut que des députés s'intéressent à cette question. Ensuite, que peut-être des historiens, des gens de Sciences Po fassent des études, et à la fin qu'on arrive à établir une responsabilité des principaux acteurs. C'est absolument nécessaire, c'est indispensable si on veut pouvoir tourner la page et envisager une société de l'après-Covid. Aujourd'hui, tant que ces vérités tant qu'elles ne sont pas enseignées dans les universités, nous ne sommes pas sortis de la période Covid. Merci beaucoup, Michel, pour cette proposition d'espoir, de retour à un questionnement sur ceux qui dirigent l'action publique chez nous et de leur collusion potentielle avec des intérêts qui ne sont pas les nôtres, effectivement. Hélène, tu voulais intervenir ? Oui, alors juste par rapport à ce que vient de dire Michel, donc sur les prochaines pandémies, en effet, il y a eu une simulation en octobre, catastrophique contagion,
où il est question d'un virus qui atteint les intestins et qui est surtout pathogène pour les enfants. Et il faut savoir que dans le dossier DEFUS de la DARPA, il y avait des gains de fonction sur un virus porcin. Alors oui, dans catastrophique contagion, c'est un virus porcin, virus du porc. Donc, et il y avait des recherches de gains de fonction sur un virus du porc, un coronavirus du porc, qui donne justement des infections intestinales. Voilà. Donc, on ne sait pas si ces gains de fonction ont été arrêtés ou pas. On n'en entend plus parler, mais c'est encore un rapport. L'exercice de préparation à la prochaine pandémie a encore un rapport avec les grandes fonctions qui sont faites actuellement. Et puis, je voulais juste revenir sur cette histoire de Dark Winter, là, de ce que disait Robert Kadlec. Donc, lui, ils ont lancé cette simulation en disant, voilà, c'est une attaque bioterroriste avec le virus de la variole, et ça pose des problèmes au niveau mondial parce qu'on n'a pas les vaccins, on n'a pas suffisamment de vaccins. Alors, et je vous rappelle ce qui a été publié plusieurs fois sur l'ENSI par Bernard Guetbault, qui a beaucoup étudié la variole. On sait maintenant, c'est prouvé, et comme ce qui se passe avec la Covid, on ne vaccine pas en pleine épidémie. Et en particulier, si cet exercice de pandémie se réalisait réellement, c'est-à-dire un virus de la variole qui se répand dans toute l'humanité, si on se met à vacciner pendant l'épidémie, c'est une catastrophe. On a des varioles hémorragiques beaucoup plus graves. Et c'est ce qui s'est passé apparemment lorsque, ce dont Michel parlait, le bateau de croisière dans la mer d'Aral, qui est proche d'un laboratoire soviétique, où les gens étaient vaccinés et un virus de la variole s'est échappé et ils ont fait des varioles très graves hémorragiques. Voilà. Donc en fait, c'est tout ça pour dire qu'en fait, ces gars-là, c'est vraiment, je répète, des docteurs Folamour, ils croient vraiment à leur vaccin miraculeux. Ils pensent que si on a des vaccins pour toute la population mondiale, s'il y a une épidémie de variole, c'est bon, on est sauvé. Ben non, c'est exactement le contraire, parce qu'ils ne voient pas la réalité, ils ne voient pas ce qui s'est passé avec les vaccinations pendant les pandémies, ce qui se passe actuellement, avec un virus bien moins dangereux que la variole épidémique. Merci Hélène pour cette intervention. Alors, je prends avec une casquette de discutant moi aussi, pas de modérateur. J'ai quand même au bout de 3 ans certains doutes en fait, et je crois qu'on peut mettre des nuances en fait sur les intentionnalités multiples entre depuis l'incompétence jusqu'à la paranoïa, jusqu'à des volontés criminelles claires, ou des volontés d'enrichissement personnel, ou même parfois des idéologies grandiloquentes. Je crois que peut-être tout ça peut coexister en même temps dans l'ensemble des gens qui interagissent autour des institutions dont nous a parlé Michel, et il y en a beaucoup d'autres encore qui sont en jeu dans toutes ces histoires. Et je crois qu'il y a un élément important à prendre en compte aussi, c'est que si on se place d'un point de vue militaire, qui est le point de vue dans lequel Michel nous a placé dès le départ, la question a été posée dès l'Antiquité en fait par Rome, quand Jules César a voulu conquérir la Gaule. Et dans la guerre des Gaules, il l'expose ainsi, il dit « Militairement, je n'y arriverai pas. Les Gaulois sont suffisamment soudés, les tribus ne se battent pas tellement entre elles finalement, ils arrivent à se mettre ensemble quand il y a un ennemi commun. Je vais pas y arriver comme ça, même avec mes légionnaires faisant la tortue et les différentes choses qu'on a vues dans Astérix. Et il faut que je trouve autre chose. » Et il explique dans la guerre des Gaules, son stratagème, c'est de faire venir les chefs de tribu et les enfants des chefs de tribu à Rome, et de leur montrer les fastes de Rome, de leur montrer à quel point le marbre est présent partout, les orgies à la graisse d'ours, etc. Et de les convaincre que finalement, être romain, c'est mieux qu'être gaulois. Sans jamais expliquer les à côté, toutes les colonies qui sont pillées, les Ponce Pilate en train de torturer ici et là l'ensemble des gens qui sont soumis à l'impérium de Rome. Et je crois qu'on est dans le même problème aujourd'hui pour ces gens qui décident dans les postes de pouvoir en France, c'est qu'ils sont dans une soumission idéologique très importante, un idéal de société qui est, au fond, est porté par les multinationales du médicament, du numérique, etc. Et qu'au fond, la plupart des gens qui décident aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou même dans nos institutions pensent qu'un monde transhumaniste où on serait pucé, tracé, où il y aurait un contrôle intégral de l'ensemble des gens, ou avoir son carnet de vaccination sous la peau, pouvoir payer par une puce numérique qui serait intégrée sous son bras, au fond, ce serait quelque chose de souhaitable. Donc on a ce problème-là très profond de subversion idéologique de nos élites. Et à mon avis, il n'est pas résolu de sitôt, il y a besoin presque d'un changement générationnel pour y arriver.
Et il y a un très gros travail culturel, à mon avis, à faire sur quelle serait la société désirable dans laquelle on aurait envie de vivre. Et puis un deuxième travail à faire, c'est d'aller reconquérir ces postes de décision, qui sont encore présents dans nos institutions. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à s'investir dans le système plutôt qu'à essayer de le fuir, pour essayer d'aller transformer les choses de l'intérieur. Je voudrais peut-être ajouter à ce que tu dis le fait que ne faut pas perdre de vue donc que tout ça est interdit, hein, que nous avons des lois, nous sommes une société qui est fondée sur les droits humains et que nous avons en France une justice qui tient et donc nous devons en fait alimenter, c'est ce que nous faisons là aujourd'hui ce soir, mais alimenter le débat public avec ces éléments pour que justement en fait nos sociétés puissent saisir ces leviers qui sont des leviers sérieux hein, et pour finalement d'abord démasquer ces entreprises folles et ensuite protéger nos institutions. Nous avons encore dans nos textes de loi les outils pour les combattre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je n'oublie pas que nous sommes dans une phase d'effondrement thermo-industriel, que donc dans les années qui viennent, il faut s'attendre à ce que l'énergie soit plus rare, les ressources soient plus rares, et donc les relations entre les humains vont se tendre, c'est vraisemblable, et donc le monde que tu décris, Louis, hein, qui peut en fait habiter quelques imaginaires, n'est absolument pas celui qui pourra résoudre nos problèmes collectifs. Donc, si tu veux, on aurait pu penser que dans une phase, dans une économie en expansion infinie, avec une planète sans limite, eh bien, la technologie, en fait, pourrait nous conduire vers des sociétés désirables, hein, comme la société romaine pouvait l'être pour les Gaulois. Dans une société où les relations entre les hommes se tendent et où les questions de survie, en fait, se posent, je dirais, de manière systémique, massive, nous avons intérêt à bien investir et à bien prendre soin de nos institutions, parce que, bon, c'est une conviction personnelle, mais je crois qu'elle est quand même, c'est aussi le fondement de notre citoyenneté, c'est quand même à travers des sociétés démocratiques qu'on résout le mieux les problèmes collectifs. Ben voilà, on arrive à 1h40 d'entretien tous ensemble. Peut-être si vous avez un mot de conclusion, je vous invite à le poser maintenant. Et puis moi, en guise de conclusion, moi, je vous invite à consulter le site internet. Vous avez compris qu'aujourd'hui, c'était mon leitmotiv, hein, pour rendre grâce à tout le travail de ceux qui ont œuvré à ça en amont. Et puis, n'hésitez pas à continuer à raconter tout autour de vous. Je crois aussi qu'on est dans un moment où la parole se réouvre, où le réel frappe à la porte pour beaucoup de gens qui ont besoin de trouver une explication à ce qui leur arrive, à la détresse de leur famille, à leur propre détresse sanitaire, médicale, et leur raconter toute cette histoire d'une autre façon, même si ça paraît épuisant au bout de 3 ans. Et ben, je crois que c'est le bon moment, que c'est maintenant que ça commence à se réouvrir. Ah oui, moi je voudrais dire qu'il faut donc lire le livre de Michel, hein, pour avoir beaucoup plus de renseignements. Et que, comme Louis l'a dit, il faut continuer à parler aux gens, parce que c'est pas fini, parce que encore on nous dit, tout le monde nous dit la vérité va éclater, mais non, elle n'éclate pas toute seule. C'est à nous de faire passer pas la vérité, parce que ça n'existe pas, mais tout ce qu'on a appris pendant ces 3 ans. Et comme je vous l'ai dit, donc ils sont en train de préparer la prochaine épidémie. Ils sont en train de préparer des vaccins ARN pour tout ce qui court, pour tout ce qui bouge. Ça va être vacciné à l'ARN contre tout. Et c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas du tout, comme on a bien pu se rendre compte. Donc, c'est pas fini tout ça. Même si la Covid, elle est un peu passée, ils vont pas nous lâcher comme ça. Voilà. Donc, il faut continuer. Oui, alors merci beaucoup Michel, parce que tu nous as ouvert un plan auquel je crois depuis longtemps sur les véritables tireurs de ficelle de cette pandémie, et tu nous ouvres la vérité. C'est vrai que c'est pas facile à voir, ça me fait penser aux enfants battus qui ont du mal à reconnaître
que leurs parents ne leur veulent pas que du bien. Aujourd'hui, nous sommes un peu les enfants battus de ces institutions qui ne nous veulent pas que du bien. Et c'est un peu difficile, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Comment va-t-on croire que les gens que nous avons élus veulent notre mal ou notre mort ou au moins veulent nous piller et donner nos richesses à quelques-uns? Donc ça, c'est quelque chose que tu mets bien en évidence. J'y crois depuis longtemps et c'est très bien, bravo. Et ton livre, je le conseille, il est très très intéressant, il est bien fait, il est clair, il est simple. Donc pensez pas que c'est compliqué, vous allez voir, vous allez comprendre bien tout ça. Mais je voudrais dire aussi, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, et Hélène, tu l'avais dit, il y a beaucoup de signes d'espoir. Un espoir formidable, c'est que la nature, on la domine pas si facilement que ça. Et que les gens qui s'amuseraient à faire une vraie guerre bactériologique se transformeraient immédiatement en arroseurs arrosés. Et que l'idée de dire, on va vous donner une maladie, mais nous, on a l'antidote, c'est pas vrai du tout, on a vu que ça ne marche pas. Alors, je vois bien que maintenant, il y a le business, on a filé des infarctus, on va faire un vaccin ARN anti-infarctus, etc. Comme dirait Coluche, jusqu'où s'arrêteront-ils? Mais, et puis, moi, j'aime beaucoup cette nature qui se défile et qui échappe au contrôle. Et vous avez tous compris que dans le plan, il y a le réchauffement climatique et aller essayer de vous piquer beaucoup d'argent avec le principe de la taxe carbone. D'ailleurs, il y avait même, je crois, Futura Science qui disait, ou Science et Avenir qui disait aujourd'hui, peut-on inverser le réchauffement climatique? Oui, en fait, on va dire, il y avait un réchauffement climatique, mais grâce à la taxe carbone, on l'a inversé. Non, mais on n'a rien inversé parce qu'il n'y avait rien du tout. C'est comme quand on invente le foie gras, la maladie du foie gras, ça n'existe pas, donc on va vous soigner, on va soigner un truc qui ne va pas, et forcément ça va marcher puisque ça n'existait pas. Et je voudrais faire un dernier clin d'œil humoristique, parce que vous savez que je suis toujours un peu ici celui qui fait de l'humour. J'adore la nature. Vous savez, on avait dit que les calottes glaciaires allaient fondre et qu'on allait avoir 6 mètres de plus, que Paris allait être sous l'eau. Enfin bon, c'est terrible, terrible. Heureusement, les plaçants de la Cour Eiffel se vendaient très cher. Et puis en fait, c'est extraordinaire parce que depuis 2 ans, la calotte glaciaire arctique s'est complètement reconstituée. Et on n'a jamais eu autant de glace que depuis 60 ans. D'ailleurs, les Russes ont été embêtés parce que la route du Nord est fermée. L'hiver dernier, il y a eu une vingtaine de gros bateaux qui ont été coincés tout l'hiver. Ils sont obligés de mettre voilà. Et effectivement, voilà. Je sais que tout le monde n'y croit pas, mais c'est intéressant. Longtemps, j'ai cru à ça. Et puis, j'ai revu mon idée. Voilà. Donc, la nature est loin d'être domestiquée et loin d'être contrôlable comme on pourrait. Et je pense que ça, c'est la bonne nouvelle. Eh bien, pour la conclusion, moi je dirais d'abord, je voudrais avoir une pensée pour les suspendus de la fonction publique hospitalière, les pompiers, les militaires, qui ont en fait, qui sont dans une situation il faudrait que les pouvoirs publics soient plus, je dirais, questionnés sur la façon dont ils se sont comportés avec les agents hospitaliers en particulier. Donc voilà, d'abord exprimer toute ma solidarité avec eux. Et puis, je voudrais plaider en fait pour la liberté d'expression. Je crois que c'est ce que nous avons de plus précieux. Donc voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit d'exprimer des conceptions. On n'a pas besoin d'avoir toute la science avec nous pour prendre la parole. Et on n'a pas en tant que citoyen, on n'a pas à être intimidé par des personnes qui font étalage, disons, de leur puissance en passant à la télévision ou en exhibant leur diplôme. C'est pas comme ça qu'on construit une démocratie. C'est en instaurant des controverses de bonne qualité. Donc là, il faut des gens pour s'en occuper. Mais pour avoir des controverses de bonne qualité, encore faut-il qu'il y ait des personnes qui osent prendre la parole et qui osent défendre leur point de vue. Et c'est de ça dont on manque aujourd'hui. Si les citoyens reprenaient confiance dans le pouvoir qu'ils ont sur la décision publique, je pense que cette crise serait derrière nous depuis longtemps. Voilà, merci en tout cas pour m'avoir permis de présenter ce chapitre de mon bouquin, et j'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger des points de vue, des connaissances et des espoirs dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Merci beaucoup Michel, bah, bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine alors pour de nouvelles aventures. On s'arrête pas, on continue et vous aussi. Merci.